Depuis des semaines, le Mali vacille entre espoir et déception dans un climat plus que jamais délétère qui semble se métastaser à défaut de trouver une porte de sortie. Pourtant, tous les ressorts nécessaires ont été quasiment exploités et même épuisés, en tout cas jusque-là, afin de juguler la situation sociopolitique dans laquelle s'embourbe le pays. L'on se demande donc à quand le bout du tunnel. C'est le thème de votre débat d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Merci encore une fois de plus de votre constante fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Sans langue de bois. Et pour débattre justement de ce thème, j'ai l'immense plaisir de recevoir ici présent et pour la deuxième fois, Monsieur Ibrahim Ikassa Maïga qui représente le M5 RFP sur ce plateau. Bienvenue Monsieur Maïga. Merci Monsieur Diarra. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs et aux travailleurs de Chérifla TV. Merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Deuxième invité du débat d'aujourd'hui, lui c'est Abdoulaye Mako. Il est le président du parti Rama, le Rassemblement malien pour le travail. Il représente également la majorité présidentielle sur ce plateau. Bienvenue Monsieur Mako. Merci Monsieur Diarra. Je salue tous les auditeurs de Chérifla TV. Avant de commencer, une pensée à notre frère Soumaïla Cissé, à un neveu que beaucoup ne connaissent pas, peut-être, Ndiaye Cissé, le directeur des eaux de forêt de Togdeni, à tous ceux qui sont privés de leur liberté, militaires comme civils. Une pensée pour... Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Mako. Et le troisième invité, beaucoup plus jeune que Monsieur Mako, lui c'est Mamadou Lamine Sibi. Il se trouve être également le président d'un parti FPR, c'est le Front Populaire Républicain. Bonjour Monsieur Mamadou Lamine Sibi et bienvenue. Bonjour Monsieur Diarra, merci de m'avoir invité. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau jusqu'à Modibabougou, d'où nous émettons. Alors, je viens de le dire, la crise sociopolitique au Mali, l'on est en droit de se demander finalement à quand le bout du tunnel, Monsieur Maïga. Comment en est-on arrivé là? Est-ce que c'est le meeting du 10 juillet suivi de répression, entre guillemets, sanglante le lendemain, c'est-à-dire le 11, qui a précipité le pays dans cet abîme qui semble jusque-là insurmontable? Monsieur Diarra, merci. Permettez-moi d'abord de prier sur la mémoire des jeunes fauchés dans la fleur de l'âge lors des manifestations de la semaine dernière, de présenter mes condoléances à leurs familles et de souhaiter prompt rétablissement aux blessés. C'est l'occasion aussi de joindre ma voix à monsieur à monsieur Mako pour justement avoir une pensée pieuse à l'égard de l'honorable Soumaïla Cissé, le président de notre parti URD, et prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala le ramène à sa famille et aux Maliens. Aussi à toutes les personnes injustement privées de leur liberté, ainsi qu'à toutes les victimes de cette crise multidimensionnelle qui prend trop de temps à finir. Pour répondre à votre question, le Mali est dans l'abîme depuis bien longtemps en fait. Depuis bien longtemps, et justement la naissance du M5 RFP se justifie par exemple par la volonté des Maliens de sortir le pays de cet abîme. Et après un long diagnostic, on s'est rendu compte que c'est la gestion chaotique de M. Ibrahim Boubacar Keïta avec son régime qui nous a conduit justement dans cet abîme. Et vous avez vu qu'il y a une incapacité totale à juguler la crise multidimensionnelle pour justement laquelle il avait été amplement élu en 2013. Il s'y est détourné et les choses se sont métastasées littéralement. Ensuite, il y a une
gouvernance, au long cours maintenant qui a dont les qualificatifs manquent d'ailleurs pour et aujourd'hui nous nous retrouvons attaqués de toutes parts sur fond de violation des principes constitutionnels, des principes républicains et démocratiques, sur fond de violation des lois, mais sur fond aussi d'exacerbation des conflits intercommunautaires du jamais vu. Autant de morts au Mali, c'est du jamais vu. Autant de vies privées, autant de villages détruits, autant cette cohésion nationale a été mise à mal. C'est la première fois. Et je pense que ce n'est pas cette... Aujourd'hui, ce que nous avons vu, ça sort de l'entendement. Que manifester devient un crime, devient pour qu'on utilise des forces antiterroristes pour réprimer en milieu urbain. Pour dire que c'est cela. Donc c'est la logique d'une gestion calamiteuse qui s'est inscrite et qui aboutit à cela. On voit visiblement que votre position n'a pas bougé, n'a pas changé d'un iota. Autant que les choses ne changent pas, je pense que le peuple malien est prêt justement à s'assumer jusqu'à ce qu'on s'en sorte. On va se tourner rapidement vers M. Makou pour lui demander, mais est-ce qu'il n'y avait pas des signes avant-coureurs pour dire que, bon, attention, cette manifestation va peut-être dégénérer. Et vous, du côté de la majorité, quels ont été justement les ressorts sur lesquels vous vous êtes appuyé pour empêcher cela? Merci beaucoup, M. Diarra. Je m'incline comme M. Vega sur la mémoire de tous les jeunes qui ont perdu leur vie. Et puis, je souhaite prompt rétablissement aux blessés. C'est très regrettable. J'avoue que nous, au niveau de la majorité, nous avons fait tout ce que nous avons, tout ce qui est possible pour que les choses ne dégénèrent pas. Parce qu'on a toujours tendu la main, on est toujours prêt pour le dialogue. Et c'est vrai que la situation est difficile, parce qu'aujourd'hui, il semble que pour être applaudi, il faut dire que tout ce que Ibrahim Boubacar Keïta a fait est mauvais. Tout est mauvais. Rien n'est bon. Parce que ce qui est positif, on ne veut pas voir, on ne voit que le mauvais. Tout n'est pas négatif depuis qu'il est venu au pouvoir. J'avoue que quelque chose qu'on peut apprécier et qui restera, et qui demeurera ici au Mali, c'est que depuis 2013 à nos jours, le salarié malien a été mis dans des conditions minimum de travail. Aujourd'hui, nous n'avons pas honte d'exhiber notre bulletin de salaire dans la sous-région. Aujourd'hui, quand nous voyageons, nous avons des frais d'émission dignes de ce nom. Et donc ça, c'est déjà très important parce que c'est ce qui a manqué toujours au Mali, c'est-à-dire que les Maliens sont très mal payés, les Maliens sont très mal rémunérés. Je m'en vais vous dire qu'auparavant, quand on partait à l'extérieur, la plupart des gens cherchaient des auberges, là où les autres cadres des autres pays sont dans des hôtels de 5 ou 6 étoiles. Parce que nous, on avait des frais très réduits. Aujourd'hui, tout est amélioré aussi pour qu'on... Mais ce qui a un peu déraillé, et sur lequel j'insiste, moi, que nous insistons, c'est que le système de corruption. Le système de corruption, c'est vrai que quand on améliore la situation, les conditions de vie des gens, on doit être très regardant sur la manière de gérer les fonds publics et de lutter contre la corruption. Et vous savez, quand vous perdez le pas en ce qui concerne la corruption, tout y passe. Tout y passe. Quand le système de corruption prend racine dans un pays, tout y passe. C'est ce qui fait que le malaise, c'est-à-dire que le Malien aujourd'hui, il perçoit le pouvoir, l'État, pas comme une protection, mais comme une menace. D'accord. Mais M. Makou, au-delà du simple fait de défendre, en tout cas de mettre en avant les acquis du régime d'Ibeka, je reviens encore sur cette question. Est-ce qu'il n'y avait-il pas moyen d'éviter que la manif, par exemple, du 10 ne dégénère? Bon, ça c'est... Il faut d'abord poser la question à ceux qui doivent organiser. Parce que le problème est que quand on organise une manifestation,
il y a deux leviers. Il y a ceux qui l'organisent, qui l'encadrent. D'accord. Il y a aussi les forces de sécurité qui doivent l'encadrer. Les deux piliers sont là. Et j'avoue qu'il y a eu 2 manifestations où il y avait Diko, et le sage Diko, il a donné des instructions aux gens pour aller à la maison. Mais lorsque dans une manifestation, des jeunes qui sont souvent manipulés, quand on leur dit qu'il faut occuper les institutions, il faut couper les ponts, il faut faire ceci. Donc, voyez-vous, ça peut dérailler. J'aurais pu y penser déjà. Oui, on va approfondir le débat à ce niveau, mais juste le temps de faire réagir aussi Monsieur Sibi, qui est président d'un parti quasiment nouveau, j'ai envie de dire. Alors, comment voyez-vous toute cette situation? Que je sache, vous n'êtes ni de la majorité, ni de l'opposition, mais vous défendez quand même une ligne. Exactement. D'abord, avant de vous dire la ligne que nous défendons, il est ressorti des propos de M. Maïga à la question posée, à savoir comment est-ce que nous sommes arrivés à la mauvaise gouvernance sous le président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous partons plus loin, nous disons que ce sont les conséquences d'une gouvernance qui a pris son envol le 8 juin 1992. Ah, 92. 1992. Ça, c'est les causes lointaines de tout ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'à partir de 1992, ceux qu'on appelle intelligemment les gens du mouvement démocratique ont instauré un système que vous savez nocif, et qui a tout déréglé. Donc, ça, c'est les causes lointaines. Maintenant, les causes immédiates, effectivement, sous le président Ibrahim Boubacar Keïta, le néopatrimonialisme de l'État, sinon l'État néopatrimonial, a connu un essor. C'est-à-dire que l'État assimilé à la famille, au clan, etc., etc. Donc, à travers une politique du salir, sur toutes les lignes. Donc, ça c'est les causes immédiates. Mais maintenant, nous disons que tout ça, parler du président Ibrahim Boubacar Keïta, le faire porter le chapeau de tout ce qui nous arrive là, est assez minimaliste, sinon simpliste. Il faut aller au-delà. C'est toute une génération d'hommes politiques qui est en cause. Je l'ai dit tantôt, ceux qu'on appelle intelligemment les gens du mouvement démocratique. C'est pourquoi chez nous, vous avez parlé de ligne, effectivement notre ligne elle est claire. Nous voulons d'une reconfiguration de la scène politique en République du Mali. Parce qu'après 30 ans d'exercice de l'action politique, on n'a plus rien à prouver. Nous sommes en train de subir les conséquences de ce système qui nous tient depuis 30 ans. Et je profite de ce plateau pour lancer un appel à la jeunesse montante, à la jeunesse consciente, de sortir de l'attentisme et de prendre leur destin en main. Et cette transition générationnelle, vous y croyez fortement, Monsieur Sibi? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui joue? Quand vous me regardez, je suis très loin de jouer. Chez nous, au Front populaire républicain, nous sommes portés par une conviction. Nous n'avons jamais été ministres. Nous n'avons pas de compte en banque gonflé, comme on le dit. Ce que nous avons... Mais on peut avoir des comptes en banque gonflés sans... Non, c'est pour répondre à votre question. Allez-y. Tout ce qui nous porte aujourd'hui, c'est cette forte conviction inébranlable de parvenir à la reconfiguration de la classe politique. Mais maintenant, il est ressorti aussi des propos de M. Mako que ceux qui sont sortis, qui ont perdu l'âme sous les balles du régime, ont été manipulés. Moi, je souhaiterais dire à M. Mako qu'il ne faudrait pas insulter la mémoire de ces gens qui ont perdu la vie. Manipuler, c'est dire qu'ils ne sont pas assez responsables pour sortir d'eux-mêmes, par conviction, par interpellation, pour dire non. C'est un mot qui est trop. Nous savons actuellement dans quelle situation ce pays se trouve. Et quand les gens sortent pour manifester, montrer leur mécontentement, dénoncer, décrier,
contre un régime, ça n'est pas de la manipulation. D'accord, sauf que, monsieur... C'est un ras-le-bol, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Oui, d'accord, sauf que... C'est ce qu'il doit comprendre. Je vous laisse finir, monsieur Sibi, sauf que ce n'est pas la première fois d'entendre sur un plateau de télévision qu'il y a eu manipulation. Je ne fais que mon travail aussi. D'aucuns auraient effectivement pensé qu'il y avait de la manipulation. Exactement, ça c'est la réponse. Ceux qui pensent qu'il y a de la manipulation, eh bien, ont tout faux. D'accord. C'est faire fi des réalités sociopolitiques de ce pays. C'est faire fi de l'échec patent, évident de ce régime. D'accord. Donc, manipulation, nous ne le pensons pas. Nous pensons que les gens sont sortis par conviction, par ras-le-bol. Parce que rien ne va plus dans ce pays. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un acteur clé du mouvement M5 qui, à mon avis, a hâte de répondre à certaines questions. Pourquoi et comment la manif a-t-elle dégénéré, causant la mort de plusieurs personnes? On vous a vu vous-même sur les lieux ce jour-là avec la lecture. Évidemment, ce n'est pas vous qui avez fait cette lecture, mais d'autres qui ont fait cette lecture des 10 commandements de la désobéissance civile. Alors, pourquoi ça a dégénéré? Vous savez, moi, je vais juste rappeler que 2017, les Maliens manifestent et en masse. Et il n'y a eu jamais de dérapage. Parce que simplement, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues pour empêcher que les citoyens exercent leurs droits constitutionnels. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Le devoir d'exercer la désobéissance civile est constitutionnel. Tout ce qui a été fait là, mais c'est quand des forces antiterroristes ont été déployées pour réprimer, je dirais même tuer, parce que formés pour cela, qu'il y a eu ces dérapages. Et les lieux publics, qui sont en fait les lieux du peuple, comme la primature, l'ORTM, la déventure de l'Assemblée nationale, ont été occupés, mais sans aucune violence, de façon très pacifique. Ceux qui étaient à l'ORTM ont même sympathisé avec les agents qui étaient, les forces de l'ordre qui étaient, parce qu'ils sont au sein de l'ORTM. Ils ont sympathisé, ils étaient là, assis, et à se donner justement le mot pour dire, c'est ça la désobéissance civile, vous ne touchez à rien, vous ne cassez rien, vous ne détruisez rien, c'est juste pour manifester notre mécontentement et dire, c'est cela la désobéissance civile. Empêcher que le pouvoir en place puisse régenter les Maliens. C'est-à-dire on désobéit à toute loi exercée sur les populations par le pouvoir en place. C'est ça le sens de la désobéissance. Mais maintenant, ce qui s'est passé... Est-ce que le risque n'était pas aussi élevé en demandant à une masse critique de respecter à la lettre les 10 commandements de la désobéissance civile? Est-ce que vous étiez sûr de pouvoir canaliser tout ce monde-là sans qu'il n'y ait de casse? Ok. Ce monde, si vous m'écoutez, M. Yara, ce monde a été canalisé. Pendant 2 heures, ils sont restés justement à discourir, à se motiver, et justement, sans justement aucune violence. Je l'ai dit. Mais quand on envoie des forces antiterroristes, on envoie, dit-on, des renforts. On demande des renforts quand il y a un débordement. Il n'y avait aucun débordement. Et je voudrais vous signaler que c'était filmé en direct. Aujourd'hui, avec la bénédiction des réseaux sociaux, on peut tout faire filmer en direct. Tout le séjour des manifestants dans la cour de l'ORTM a été filmé en direct. Il y avait aucune intention de causer quoi que ce soit. Maintenant, quand on envoie des forces terroristes, et on soupçonne même que des forces parallèles ont été infiltrées au sein, et c'est là où on est parvenu à jeter des gaz, à tirer à balles réelles, des coups de canon ont été tirés, et à brûler justement même les véhicules des agents
de l'ORTM. Les agents infiltrés, c'est eux qui ont brûlé. On estime où l'intention, justement, les véhicules de l'ORTM, ou alors c'était les manifestants qui étaient pas du tout les manifestants surchauffés, non, rien touché. Ce qui est encore plus caractéristique de ces tueries, parce que les tueries, c'est où? Principalement au domicile et à la mosquée de l'imam Mahmoud Dicko. Ouais, on va y venir aussi. Est-ce que c'est concevable que des forces antiterroristes viennent tirer sur des paisibles populations, ok, devant les lieux de culte ou devant le domicile de leur leader, dans le quartier? Tous les maisons environnantes ont été indisposées par les tirs de gaz. Vous pensez que c'est cela le maintien d'ordre? Le maintien d'ordre se fait avec des forces formées pour cela, mais pas des forces formées pour tuer, qui sont les forces antiterroristes. Voilà ce qui s'est passé. C'est la désobéissance civile et les chonets. Alors, ça a été exercé. Est-ce que vous étiez présent dans la cour de l'ORTM? Non, moi j'étais présent ailleurs, j'étais présent dans d'autres lieux, sur les voies publiques, en train de manifester comme tout bon Malien devrait se faire ce jour pour dire nous ne respectons plus l'autorité de ce régime. Il faudrait que le pouvoir Ibeka dégage parce qu'il est incapable et il conduit justement le Mali au fond du gouffre. D'accord. Un précipice qu'on voudrait éviter, puisqu'on est déjà dedans dans ce précipice. Alors, monsieur Makou, est-ce que c'est condamnable quand même, cette intervention des forçats condamnée au plus haut niveau, même au Conseil de sécurité de l'ONU? On n'utilise pas des forces spéciales pour réprimer des paisibles manifestants? Écoutez, moi je suis légaliste, hein. Je suis là certes avec la majorité, mais je suis un Malien tout court. Mais je sais bien, je n'ai pas dit que tout le monde est manipulé, mais il peut y avoir des gens aussi manipulés. Et aussi, je vous jure, j'ai suivi la manifestation, mais quand j'ai entendu les 10 commandements, j'ai eu des frayeurs. Parce qu'on parle à la masse, à une foule. C'est sur les lieux de la manifestation qu'on a lu ces 10 commandements. Ce n'est pas une formation qui a été faite. Et on a un peuple, 80 à 90% de ceux qui étaient là étaient des illettrés. Qui pour eux, quand on est contre un pouvoir, on casse. C'est pourquoi Dicko, les 2 premières fois, quand il était là, il a dit rentrez à la maison. C'est-à-dire le 5 et le 19. Le 5 et le 19. D'accord. Mais quand il y a eu les 10 commandements, j'ai eu des frères qui dit maintenant, ça peut déraper. Mais les forces antiterroristes, qui peut même imaginer? Moi, je ne peux pas imaginer que les forces antiterroristes viennent dans une manifestation. Celui qui l'a fait doit être recherché, doit être puni. Moi, je suis d'accord. Hein. Moi, je ne veux pas défendre qu'on tire à balles réelles. Parmi ceux qui sont blessés ou autres, qui ont des problèmes. J'ai des pauvres parents. Même si ce n'est pas des parents, c'est des Maliens. Donc, je ne veux pas du tout cautionner une telle chose. Hein. Il n'en est pas question pour moi. Mais j'ai dit encore une fois de faire attention. Aujourd'hui, c'est à une jeunesse qu'on parle. C'est l'avenir de demain. Jamais, au grand jamais. Il y a eu toujours des manifestations au Mali. Je n'ai jamais entendu ce genre de 10 commandements pour une manifestation. Donc vous faites porter visiblement. Et je dis encore une fois que ceux qui le font aujourd'hui, demain s'ils sont au pouvoir, ils vont en payer les frais. Parce qu'on a bloqué les véhicules, les camions, les remorques qui ravitaillent le Mali. On a un embargo. Sur les commerçants, la plupart de ceux qui se déplacent, ce sont en général c'est des commerçants, c'est des gens qui sont au grand marché, qui vont à la marche. Mais je vous jure, avant-hier, il y a un qui est venu me dire, ah non, écoutez, nous on a eu des problèmes. Hein. Depuis combien de temps notre ravitaillement n'a pas quitté le CAI, il s'est bloqué à CAI. D'accord. Et voyez-vous, donc d'une manière ou d'une autre, ça c'est dangereux. Et puis c'est des ministres, c'est des ministres, c'est d'anciens ministres qui donnent de telles consignes. C'est des gens qui veulent prendre le pouvoir, qui donnent pour le peuple, pour la jeunesse de demain. Et la culture de la violence, attention, elle ne peut pas s'arrêter à Ibeka, elle peut continuer. Monsieur Makou, selon vous. Donc j'ai dit que c'est dangereux.
plein de choses. Mais il est condamnable de tuer un seul Malien. Ça, je ne considère jamais ça. Vous faites visiblement porter le chapeau aux responsables du M5, si je comprends bien. Non, mais à ceux qui ont tiré. Il n'a pas dit que... Non, il doit pas avoir des forces terroristes. Je ne l'ai jamais vu. Non, puisque vous dites que les 10 commandements devant... Non, les 10 commandements, c'est très, très mauvais. Parce que la population qui est à majorité analphabète. Absolument, on leur dit bloquer ceci, plaider ceci, et puis le fait sans formation au préalable, vous l'avez dit. Sans information au préalable, dans une masse. Il y a tout là-dedans. D'accord. Dans une masse, il y a des bons, il y a des mauvais. Monsieur Sibi, aviez-vous participé à la manifestation du 10 juillet? Du tout. Du tout. Non. Du tout. Alors, comment est-ce que vous avez vu venir les choses? Parce qu'il y a eu mort d'homme, tout le monde condamne cela. Et ça nous rappelle le fameux épisode de 91. Est-ce que dans un État démocratique comme le Mali aujourd'hui, est-ce que c'est acceptable de faire intervenir des forces spéciales, en l'occurrence les Forçats? Oh que non. Oh que non. Non. Que non. Je suis très heureux d'avoir constaté que M. Mako, qui est de la mouvance présidentielle, reconnaisse dans ce débat-là, quand on pose des questions, répondez à la question. Non. Sinon, ça, vous me répondez. Je suis en train de répondre. Pas les journalistes qui vous posent des questions. Moi, j'ai dit mon opinion. En fait, ils laissent les bonnes opinions telles. Parce que je vais réagir contre vous alors que je suis là pour autre chose. Moi, c'est très important. On n'est pas obligé de réagir sur quelque chose qui se dit. Il n'y a pas de lexique pour les débats. Ça n'existe pas. Il y a un lexique, oui. On est très d'accord sur ça. Il y a quand même une ligne de conduite. Vous avez réagi contre Mako, vous avez réagi contre Mako, on va réagir contre vous. Non, il ne s'agit pas, ce n'est pas M. Mako. Non. C'est M. Mako, l'homme politique avec ses idées. Oui, d'accord. Donc, sur cette base, je crois qu'on est très clair. Ce que je voudrais dire, je dis que je suis heureux de savoir que vous avez reconnu que, eh bien, l'emploi excessif, l'usage excessif de la force est condamnable. C'est tout ce que j'étais en train de dire. Voilà, c'est au moins sincère de votre part. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Mais maintenant, est-ce que c'est normal ou pas? Je crois que la question ne se pose même pas. M. Maïga l'a dit tantôt, des gens qui ont été formés pour tuer, aux frais de l'État du Mali, nos frères, nos sœurs, recrutés, formés, habillés, pour nous sécuriser contre le terrorisme. C'est ces gens-là qu'on envoie tuer dans nos quartiers, sous un régime démocratique, avec un président qui a plus de 30 ans de carrière politique. C'est inadmissible. Nous n'allons pas nous arrêter à la condamnation, que justice soit rendue. Ceux qui ont donné l'ordre doivent être recherchés, trouvés et punis conformément aux règles édictées par l'État de droit. Ça n'est pas du maintien d'ordre. C'est un procédé une enquête judiciaire a déjà été ouverte, monsieur Sibi, ça je ne vous l'apprends pas. Et on sait que le PM lui-même, le PM, le Premier ministre, qui a, j'ai envie de dire, fait ses mea culpa en disant que vraiment c'était déplorable, c'est qui est arrivé et que bon, il s'en excusait. Monsieur ça, il l'a dit. C'est déjà et c'est pour situer déjà les responsabilités. C'est déjà bien de le reconnaître. Oui. Mais il faut aller au-delà des professions, des repentis. D'accord. Il faut une justice. Ce dossier doit être suivi et justice doit être rendue. Et plus jamais nous ne voulons vivre de tel outrepassement de pouvoir en République du Mali. D'accord. Ça n'est pas ce qu'il faudrait voir. Et pour qu'on arrive jusqu'au pourrissement de cette situation. De cette situation, au 10. Nous avons eu une discussion autour du mémorandum du M5RFP. Nous ne sommes pas du M5RFP, parce que nous ne sommes pas d'accord avec eux sur bien des points. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Que ça avait le mérite d'exister. C'était quand même une base pour aller au dialogue. Et après avoir proposé ce mémorandum au président de la République, vous avez vu comment il les a reçus et comment les choses se sont suivies après. Que du mépris. C'était du mépris à la limite. Et quand on a vu ça, mais nous, on est restés perplexes. On se disait, mais c'est quoi le jeu? Qu'est-ce qui est recherché finalement? On a une grande majorité, parce que quoi qu'on dise, le M5 RFP est représentatif, quand même. Parce que dans le contexte malien, un groupe d'hommes et de femmes qui parviennent à mobiliser autant de Maliens, on peut dire que ce groupe, il est représentatif. Oui, d'accord. Donc,
quand eh bien, ils arrivent, ils quittent les extrêmes pour arriver à proposer quelque chose, eh bien ou pas bien, on en jugera. Mais il faudrait quand même accepter de discuter sur la base de ça. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. On va donner la parole à M. Ikassa. Alors, il l'a dit, hein, vous avez qualifié l'attitude du chef de l'État de méprisable lorsqu'il vous a reçu au palais. Ensuite, vous a demandé d'aller consulter la majorité. Mais moi, je voudrais encore m'arrêter sur les manifs du 10 et du 11. On a vu aussitôt le chef de l'État qui a fait une nouvelle sortie en l'espace d'une semaine, une deuxième sortie pour cette fois-ci dissoudre la Cour constitutionnelle. Est-ce que cela a-t-il suffi pour calmer les ardeurs du côté du M5? Mais loin de là. Vous restez je encore pense que figé sur votre position? Nous ne sommes plus dans les arrangements. Parce que je pense que le diagnostic que nous avons posé a démontré amplement que c'est son leadership et sa gouvernance qui est le problème. Et ça, c'est lui. Ce n'est pas autre chose. Je pense que pour l'avenir du Mali, pour l'espoir que nous nourrissons dans un Mali meilleur, je pense que sa seule personne compte peu. Et il doit savoir tirer sa révérence. Nous ne sommes pas là pour lutter pour des places. Et c'est ce qui nous abhorre justement et nous désole, que toutes les propositions, des solutions qui nous reviennent sont dans le sens de dire, ok, prenez ça, on va faire ça, on va faire un gouvernement d'union nationale. On a dit mais non, parce que c'est faire peu cas du drame qui menace le Mali. C'est vraiment cela. Vous savez, la désobéissance civile, je vous dis, c'est l'exercice d'un droit constitutionnel. Mais justement, vous savez, il y a 2 centrales syndicales avec nous. Il y en a 3 au Mali. Les 2 sont au sein du M5 RFP. Et ils ont déclenché une grève générale. Vous comprenez de quoi il s'agit? Donc, occuper les lieux publics, c'est très peu de choses. Puisque les travers ne sont même pas censés y venir. Ok? Bloquer les routes, mais cela, ce n'est pas la première fois que ça arrive. CAI a été bloqué plusieurs fois parce que le gouvernement ne s'est jamais assumé. Le gouvernement ne s'est jamais assumé. Gao a toujours bloqué des routes et aujourd'hui, il n'y a même plus de routes. Le cordon ombilical entre les régions nord-est du Mali et les régions sud-ouest est coupé aujourd'hui. C'est le triangle de Bermude aujourd'hui, c'est le lieu de tous les dangers et les populations meurent tous les jours, sautent sur des mines ou sont expropriées de tout aujourd'hui dans ces zones. C'est faire peu cas du drame que nous vivons, si on ramène à tout cela. Mais l'embargo, c'est cela, pour que on ne reconnaît plus l'autorité. Est-ce qu'il faut un dessin pour comprendre? On ne reconnaît plus l'autorité de ce régime. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la culture de la violence. Oui, on vous reproche de faire carrément un putsch, un coup d'État. Mais justement... Mais est-ce que, quelque part, ce n'est pas cela, un coup d'État, mais sans armes? Alors, il faut aller, on retourne à la Genèse. Oui. L'article 121 121, justement, le fameux article 121, parlons-en. Le peuple a droit à exercer la désobéissance civile chaque fois qu'il est porté atteinte au principe républicain. Et aujourd'hui, il n'y a plus de république. Il n'y a plus d'institutions au Mali qui marchent, où ceux qui existent sont mis en cours réglés par une seule d'entre elles, le président de la République. Prenons une à une. On a 8 institutions. Oui. Qu'est-ce qui marche? Le président de la République est mal élu. Très mal élu. La CEDEAO l'a constaté, l'Union européenne, tout le monde, tous les observateurs l'ont constaté en 2018. Mais c'est pas l'Assemblée nationale. Certainement pas la même lecture du côté de la non, l'Assemblée nationale. Le président a été mal élu, ça reste à discuter. J'en viens. Quand vous prenez le gouvernement, c'est l'instabilité dans son sens premier. Et on a eu un premier ministre qui a été nommé et qui a démissionné sans avoir présenté de déclaration de politique générale. L'Assemblée nationale a vu son mandat prorogé par 2 fois contre les principes constitutionnels. Ensuite, les conditions de son élection l'ont rendu illégitime aujourd'hui. C'est ce qui est contesté. La Cour constitutionnelle, vous en avez parlé tout à l'heure. Pourquoi ça n'est jamais arrivé? Le président a, contre
les dispositions constitutionnelles mis fin au mandat des juges de la Cour constitutionnelle. Le Haut Conseil des collectivités a fini son mandat depuis 2012. Et prenons le Conseil économique et social, son mandat est fini depuis l'année dernière. La Cour suprême et le président et le vice-président sont à la retraite. Donc il y en a pas, c'est des intérimaires qui y sont. Mais la Haute Cour de justice est issue de cette Assemblée nationale délégitimée, mais aussi c'est l'expression aussi de ma famille d'abord. Comment deux beaux-pères peuvent assigner l'un en justice? Ce n'est pas possible. Donc, aucune institution au Mali ne marche. D'accord. Mais est-ce que tous vos problèmes ne se résument pas finalement à la seule personne d'Ibeka? Non, mais parce que vous avez estimé que la solution, c'est de dissoudre l'Assemblée, c'est de faire d'ouvrir le gouvernement à ceux qui crient pour qu'ils viennent s'asseoir à une table. Non, on a dit, il faut penser au Mali. C'est le Mali qui est en danger. Mais, ok, d'accord. Excusez-moi. Il n'y a pas de culture. Ce que je voudrais dire, il n'y a pas de culture de violence parce que nous avons organisé et le 5 et le 19 juin. Oui. Et même ce qui est en cours aujourd'hui, la désobéissance civile est en cours. Oui, d'accord. On va y revenir. On ne casse pas. On va y revenir. Monsieur Macron, on empêche que l'autorité du régime actuel s'exerce sur les Maliens. Oui. Et c'est ce qui est en cours. Les tueries, ce n'est pas qu'ici, ça a été fait à Sikasso. Les forces antiterroristes ont été utilisées à Sikasso. On a tué des gens à Kenyeba. On a tué des gens un peu partout. À Gao, en 2016. Ce n'est pas la première. La culture de la violence, c'est ce régime qui veut l'inculquer. D'accord, on reviendra. L'a inculqué au centre du pays en entretenant des groupes, des milices. Ça, c'est l'État qui les a entretenus et qui rase des villages, qui tue des familles. Les populations sont déplacées. Des milliers et des milliers de personnes. La culture de la violence, c'est ce régime qui l'a institué. D'accord, Monsieur Mako. Et qui continue de le faire. Mako, apparemment, c'est un dialogue de sourds. C'est même pas apparemment, c'est véritablement un dialogue de sourds qui s'installe entre le M5 et puis le camp présidentiel. En l'occurrence, le président lui-même, parce que de ce côté-là, on dit, et c'est même confirmé, que c'est pas envisageable le départ du président. Alors, si c'est pas envisageable le départ du président, que faudra-t-il faire pour sortir de ce bourbier? Moi, je concède à M. Maïga beaucoup de choses qu'il dit. Quelque part, même à la majorité, on a la même vision sur un certain nombre de choses qui sont réelles dans ce pays-là. Et maintenant, moi, je suis légaliste. Encore une fois. Je suis légaliste. Parce que, méfions-nous, que ce que nous sommes en train de faire aux autres, nous arrive un jour quand nous arrivons au pouvoir. C'est ce que nous avions fait à Moussa Traoré, c'est ce que nous avions fait à ATT, ce que nous voulons faire aujourd'hui à Ibeka, c'est ce que nous allons faire peut-être à X demain. Méfions-nous. Moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit. Mais nous, Maliens, on doit avoir des ressorts pour s'asseoir, pour les corriger tout de suite et maintenant. Si ces ressorts-là ont failli. Non, mais il faut les corriger. Il faut les corriger. Parce que si on ne les corrige pas, ceux qui viendront ne pourront pas continuer, ne pourront pas exercer le pouvoir. Ça, je le dis. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il parle de gestion familiale. Tout ce qui est familial, nous allons dire, si on s'assoit, on s'assied, on peut le dire. Le président, quand on l'a rencontré la dernière fois, c'est vrai qu'il les a appelés pour échanger. Et moi, j'ai souhaité qu'il échange avec la délégation, mais il a dit d'aller voir ma majorité. Bon, quelque part, ce n'est même pas mal. Nous sommes nos frères, c'est nos amis, nous sommes les mêmes. On peut discuter longuement, prendre une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours pour discuter des problèmes. Et ce que nous voulons, c'est-à-dire que tout ce qu'ils disent maintenant, nous pouvons y trouver des solutions. Nous pouvons choisir des compétences pour être dans des places déterminées, pour lutter contre ce qu'il dit. La seule pomme de discorde, c'est connu, c'est le départ du président. Mais le départ du président, ce qui est curieux pour moi, n'était pas à l'ordre du jour avant l'arrivée de la délégation de la CEDEAO. On va y parler justement. La médiation de la CEDEAO. Parce que ce sera la troisième phase de ce débat avant la fin. Le mémorandum a cessé d'en parler. En tout cas, je sais qu'ils ont proposé une sorte de présidence
sans attribut, sans aucun attribut. Mais quand même, c'est une proposition, c'est une base de discussion. Ils ont proposé un ministre de plein pouvoir. Parce que vous savez, dans la sous-région, c'est le Mali qui expérimente toujours les choses. Et donc, faisons attention. Donc, si on s'assoit pour discuter, on doit avoir des ressorts pour nous mettre d'accord. Et il faut qu'on ait cette culture-là entre nous, Maliens. Le monde entier est au chevet du Mali depuis 2012. Depuis 2012, le monde entier est au chevet du Mali. Faisons attention que ceux qui arrivent ailleurs ne nous arrivent pas. Ce qui est arrivé en Somalie, ce qui est arrivé au Soudan, ce qui est arrivé en Libye. Faisons attention là. Parce qu'il semble qu'ici, c'est la passion qui domine. On est devant un camp où c'est la passion qui domine. J'ai été outré quand j'ai vu qu'un membre, quelqu'un que je respecte beaucoup, devant une délégation du CEDEAO, claque la porte. Oui, ça, c'est dans notre Tougouna, notre culture même, quand tu es sur le Tougouna, tu ne peux pas bouger, tu attends d'abord. Écoutons. Parce que si un seul Malien sort d'une certaine manière, c'est toute l'image du Mali qui est ternie. Faisons attention un petit peu. Et aujourd'hui, le monde entier nous regarde. Les gens sont venus, ils ont essayé de nous mettre en accord, on a tout refusé, on rejette tout, ils s'en vont, ils nous laissent entre nous. Moi, les Maliens, mangez-vous. Maliens, on ne va pas en arriver là quand même, M. Macron. Ah non, si la passion ne baisse pas, si le dialogue n'est pas installé, tous les coups sont perdus. Il ne faut jamais dire ça n'arrive pas. Est-ce qu'il ne revient pas au chef de l'État aussi de faire beaucoup plus de concessions? Je pense que toutes les concessions sont là aujourd'hui. Les primaires au niveau de l'Assemblée. Il accepte par exemple un nouveau Premier ministre plein pouvoir? Non, pas plein pouvoir, ça signifie rien là. Plein pouvoir ici, on l'a chassé en plein midi, on l'a vu ici, en plein pouvoir. Voyez, vous seuls les Maliens, le tour des Maliens. On a mis un ministre à plein pouvoir. Je ne sais pas moi, il a été débarqué, je ne sais pas, à 1h ou 2h du matin. Méfions-nous là. Non, il faut qu'on ait un Premier ministre consensuel, consensus. Il faut que ça vienne de leur camp, que ça vienne du camp de la majorité, que ça soit quelqu'un d'indépendant. C'est une bonne chose lorsque on s'entend autour d'une personnalité. Et les postes clés où ils pensent que c'est là qu'on peut gérer le Mali. C'est-à-dire que la sécurité, là où ils pensent que les victimes, hein, il y aura une véritable enquête parce que le judiciaire, etc., ce qui fait le ministère de la Justice et tout ça là, il faut qu'ils les occupent pour faire ce travail-là. Ici, les erreurs d'Ibeka, il faut les monter tout de suite et maintenant. Il faut les corriger pour que celui qui va venir après sait que s'il fait une erreur, les Maliens sont capables de le faire asseoir et de le corriger. D'accord. Monsieur Sibi, je l'ai dit, hein, un dialogue de sourds qui s'installe entre les deux camps. Comment voyez-vous une sortie de crise? Est-ce que le président doit encore lâcher de l'Est? Est-ce que le M5 aussi doit revoir sa copie? Que doit-on faire pour sortir de cette situation-là? Que doit-on faire pour sortir de cette situation? Le postulat de départ, ça doit être quoi? Se surpasser. Oui. Penser Mali. Oublier les orgueils, les passions, les émotions et penser Mali. Quand on aura aimé ce Mali, ne serait-ce qu'au bout de quelques secondes, l'inspiration viendra et chacun saura ce qu'il doit faire. À commencer par le président de la République. Il a quel âge? 75 ans, si je ne m'abuse. Après 30 ans de carrière politique, il fut ministre dans ce pays, conseiller diplomatique du président de la République dans ce pays, ambassadeur dans ce pays, président de l'Assemblée nationale dans ce pays. Quel autre honneur le peuple malien ne lui a pas rendu? Il n'en existe pas. Est-ce que le président de la République pourrait aussi, à ce niveau, avoir beaucoup plus de hauteur et se lever avec courage et dire que, eh bien, si le Mali doit sombrer, parce que des incompréhensions ont été nourries sur ma façon de gouverner, considérons que ce soit des incompréhensions, eh bien, je ne serai pas l'homme qui sera le problème pour le Mali. Comme John Kounda l'a dit une fois, quand il était en train de conduire ce pays pendant la transition. Je le cite, je ne serai jamais un problème pour le Mali. Je fais partie de la solution. À la question s'il devait partir. Alors,
Le président Ibrahim Boubacar Keïta, puisse-t-il Dieu l'inspirer pour qu'il aille très loin. Il peut démissionner, pourquoi pas. Et s'il ne veut pas démissionner, il peut au moins recevoir avec les égards, eh bien, ceux qui demandent sa démission, ceux qui décrient sa gouvernance qui est un échec, soulignons-le au passage, discuter avec eux. Ça devrait se faire sur la base du mémorandum, puisqu'ils ont pris quand même la peine de faire des réaménagements stratégiques. Vous parlez d'un échec, son bilan fut un échec. Oui, mais il n'est pas le seul, vous-même vous l'aviez reconnu. Tout à fait. Tous les chefs d'État qui se sont succédés depuis 92, si vous me laissiez, finalement, ce si vous me laissiez, que des échecs, si vous me laissiez conclure, j'allais vous dire, par finir, que ça, dans cette situation, il y a des réponses conjoncturelles et des réponses structurelles. Ce que je suis en train de dire fait partie des réponses conjoncturelles. La réponse structurelle, encore une fois, voilà pourquoi nous avons pris notre courage en main. D'accord. Et nous sommes venus en politique. Donc, c'est de faire partir cette classe qui tient le pays depuis le 8 juin 1992 pour parvenir à une reconfiguration de la scène politique. Ce serait le point de départ. On s'achemine où on va jeter les bases d'un nouveau Mali. Donc là, cette deuxième option fait partie des réponses structurelles. Parce que le problème, il est structurel. Mais à chaud, pour maintenant endiguer la conjoncture, il faudrait que le président de la République ait de la hauteur, parce que c'est lui qui a toutes les cartes en main. D'accord, mais sauf que de son côté, il dit qu'il a été démocratiquement élu et que ce n'est pas envisageable qu'il parte de cette façon. Je vous dis, au Venezuela, le président Hugo Chavez. Rapidement, au Venezuela, le président Hugo Chavez. Vous connaissez l'histoire. Oui, mais sauf que le contexte malien et le contexte vénézuélien... Rien ne vaut le Mali. D'accord. Si ça peut régler la situation. D'accord. Sinon, qu'il ne démissionne même pas, mais au moins qu'il fasse montre de bonne foi. De bonne foi, d'accord. Et de respect à l'égard de ceux qui... On va bouleverser un peu l'ordre, parce qu'il y a Mako qui a demandé la parole pour... Ok, donc allez-y, monsieur Mega. Ce que je veux demander ici, est-ce qu'on a vu, puisqu'on s'achemine aussi pratiquement vers la fin de cette émission, on a vu une importante délégation de la CEDEAO ici au Mali, avec à sa tête l'ancien chef d'État nigérian Goodluck Jonathan, une délégation technique qui s'est entretenue avec le M5 RFP, n'est-ce pas? Absolument. Dans la journée du jeudi, qu'est-ce qui en est sorti? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez fait des concessions pour sortir de cet enlisement? Juste une rapide mise au point. Une mise au point, c'est que il a pris l'exemple du Venezuela, mais il y a l'exemple du Burkina Faso à côté. Le président a démissionné. Mais on est allé trop loin. Il y a eu l'exemple du Mali. ATT a démissionné au Mali ici. Donc il faudrait quand même qu'on puisse se dire, la démission d'un président, ça existe. Un homme peut démissionner. Où qu'il se trouve, il peut démissionner. Donc très rapidement, Alpha Oumar Konaré, le régime Alpha Oumar Konaré a réussi au moins, c'est-à-dire l'éducation de masse, même si la qualité laisse à désirer. Il y a eu des écoles partout. Ça c'est au moins. La décentralisation, la création des CESCOM, les centres de santé. Avant, il fallait faire des kilomètres pour pouvoir faire une injection. Aujourd'hui, il y a quand même le mérite que cette décentralisation a réussi. Il a réussi à quelque chose. À TT, il y a eu quand même beaucoup d'infrastructures, au Mali. Et les connaissances là. Beaucoup. Le visage de Bamako même a changé sous ATT. On ne peut pas en dire autant pour le régime Ibeka. Qu'est-ce qu'il a réussi? Surtout c'est pourquoi lui, Ibeka, avait été élu. Tout est allé de mal en pis. Aujourd'hui, on parle du mémorandum du M5 RFP, mais M. Mako, ça a été dit clairement. On a fait un communiqué en bonne idée pour dire désormais c'est caduc, parce qu'il y a du mépris en face qu'on a. La majorité présidentielle, le président n'a pas du respect pour même sa majorité. Ces derniers temps, le président les a reçus au moins 2 ou 3 fois, mais ils doivent même, je pense, remercier le M5 RFP. Parce que ce n'était pas donné d'avance que le président les reçoive. Comme le président ne reçoit pas ses ministres, comme le président ne reçoit pas tous ses collaborateurs qui sont censés lui donner la bonne information pour qu'il prenne la bonne décision. On a cette information. Ensuite,
Il a dit, il y a des ressorts, il faut s'asseoir, discuter. Mais avec Ibeka, c'est l'impossible dialogue. Qu'est-ce qu'il a pu respecter? Tenons, on a dit, notre malheur vient du fait que, je l'ai dit tantôt, notre malheur vient du fait qu'il a jeté aux orties l'accord préliminaire de Ouaga qui devrait permettre son élection, permettre d'ouvrir le dialogue, permettre le désarmement. C'est clair et net, même donc très rapidement. La conférence d'entente nationale, il n'a rien respecté. Le dialogue national, le dialogue avec la classe politique de l'opposition. Alors, avec la CEDEAO, nous disions que le mémorandum était caduc, donc nous étions venus avec des lignes claires face à la délégation de la CEDEAO, que je salue pour ses efforts au passage. Maintenant, on a dit, nous avons des demandes claires et nettes. La démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta des fonctions de la République avec son régime. Ensuite, qu'on ouvre tout de suite, immédiatement, des enquêtes indépendantes et qu'on défère devant la justice nationale ou internationale, selon le cas, si les cas de génocide sont confirmés. Justement, les auteurs commanditaires et complices des tueries face aux manifestants à main nue, et qu'on puisse aussi libérer Soumaïla Cissé, et ouvrir une transition. C'est ça la solution. On ouvre une transition, les Maliens se retrouvent, ils décident de ce qu'ils feront le Mali. Seulement, on sait, la CEDEAO ne peut pas demander de démettre un président, ne peut pas demander à... Donc ça veut dire qu'on est à ce point de blocage. Alors que nous avons dit, après tout ce qui s'est passé, il n'y a aucune autre donc la CEDEAO n'a pas véritablement réussi à vous faire changer un peu non, c'était en tout cas à la démission du chef de l'État. C'était des discussions intéressantes. Vous savez, c'était du même ordre que ils sont d'accord avec tout le diagnostic. D'accord. Ils sont d'accord que la situation dans laquelle se trouve le Mali est de la responsabilité de la gestion d'Ibrahim Boubacar Keïta. Sauf qu'il ne peut pas aller au-delà. D'accord. Mais est-ce que vous-même, au sein du M5, vous parlez d'une même voix? On a vu ce mauvais coup médiatique d'un leader du M5. C'est des interprétations. En plein débat, en pleine... Hier, on a fait... Le seul exemple que je vous donne... Hier, il a claqué la porte. Est-ce que ça peut être... Excusez-moi, est-ce que ça peut être digne des responsables il n'a pas claqué la porte. C'est des interprétations qu'on donne. Hier, tout le monde, tout le comité stratégique était à la conférence de presse, à table. Donc, il n'y a aucun problème. On est plus que soudés aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, on est plus que soudés. Merci. Merci. Mako qui se plaint. Parce qu'ils sont deux contre un. Moi, je dis que mon problème est le suivant. Pas deux contre un, quand même, M. Mako. Il n'est pas du M5, M. Sibi. C'est la même chose. J'ai dit, mon problème est le suivant. Encore une fois, il faut qu'on respecte nos institutions. Je suis d'accord sur beaucoup de choses qui ont été dites et que nous sommes nous-mêmes au niveau de la majorité. C'est vrai, hein? Mais il faut laisser le président de la République en place, si vous voulez des propositions concrètes. Il faut tout de suite, s'ils veulent les primaires ou dissoudre l'Assemblée, je ne vois aucun inconvénient. Ce que je veux, c'est qu'il y ait... Oui, mais il y a d'autres qui pensent que le chef de l'État pourrait commencer par la dissolution de l'Assemblée d'abord. Ce que je dis, il faut faire ça. Le plein pouvoir. Il peut faire ça. Mais le problème est le suivant, c'est qu'il faut d'abord organiser un référendum. Parce que le Mali, vous savez, il y a une obsession, il y a une culture de l'impatience. En fait, Konaré, il a voulu faire une révision de la Constitution. Il n'a pas pu. ATT n'a pas pu. On a dit niet. Il n'est qu'à attendre, on a dit niet. Alors que cette constitution, il faut la revoir. Parce que si on avait vu la constitution, cette constitution-là, le problème qui se pose aujourd'hui concernant les élections législatives, il n'allait pas se poser parce qu'on allait à la propre chenille. D'accord. Que chacun aura sa part. D'accord. Attendez d'abord. Oui, mais malheureusement, on est presque à la fin. Allez-y, je vous laisse finir quand même. Oui, il faut que vous finissiez. Et ensuite, moi, je veux... Quand on va se mettre d'accord sur tout ça, gouvernement d'union nationale, etc., je propose qu'il y ait un bureau de lutte contre la corruption.
Vous savez. Déjà. Ça existe, c'est l'OCLEI. L'OCLEI, centrale de lutte contre l'enrichissement illicite. Vous savez, ça existe. Vous savez, l'OCLEI, ce n'est rien d'autre qu'une... en Côte d'Ivoire, quand on a créé ce bureau-là, ce n'est pas un bureau qui est, qui est. En 2 ou 3 ans, ils ont amélioré d'abord les recettes fiscales de plus de 300 milliards. Parce que désormais, un policier ivoirien, un gendarme ivoirien, de service de santé, on ne peut pas prendre 5 francs aux citoyens ivoiriens. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un truc très actif pour lutter contre l'OCLEI, ce n'est rien d'autre qu'aucune vide. D'accord, M. Makou, malheureusement, on est à la fin. On est à la fin de cette émission. Monsieur Sibi, en une minute, votre dernier mot. Finalement, la crise n'est pas résolue. Le M5 reste sur sa position, qui est de demander la démission du chef de l'État, malgré l'intervention jusque-là, en tout cas, malgré la médiation de la CEDEAO. Alors, du côté du camp présidentiel, le président ne va pas démissionner. Alors, quelle est votre proposition en une minute pour une sortie de crise? Je vais susciter des réflexions. À quand le bout du tunnel? Je vais susciter des réflexions. En une minute. S'il vous plaît, on est à la fin de l'émission. Tout à fait, je vais juste en une minute susciter des réflexions. En fait, moi, je m'adresse au peuple malien, en l'occurrence à la jeunesse, qui a tout à perdre, qui a un avenir. Il y a un piège dans le combat du M5, bien que ce soit un combat noble. C'est sur le fond, on est d'accord sur les revendications d'ordre social, politique et tout ça là. Mais le piège, c'est quoi? C'est que quand ils vont parvenir à faire partir le président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? Le pouvoir va se retrouver avec des IBK sans IBK. Je m'explique. Il y aura peut-être le ministre Choguel Kokala Maïga, qui n'a plus rien à prouver. Il y aura peut-être Maître Muntakatal, que je respecte beaucoup, tout comme M. Choguel Kokala Maïga, qui n'a aussi rien à prouver, encore. Donc, le truc c'est quoi? C'est que faites en sorte, il faut tenir compte de cette dynamique créée par le mouvement M5 RFP pour se débarrasser de l'ensemble de la classe politique actuelle. D'accord. Tous ceux qui ont tenu ce pays les 30 dernières années doivent partir. D'accord. Merci. Pour reconfigurer la classe politique. Oui, une reconfiguration de la classe politique malienne. On veut une nouvelle classe politique malienne selon vos propos. La minute est déjà épuisée. Alors, monsieur Ikassa, évidemment, une minute aussi, puisqu'on est au terme du débat. Mon réalisateur Adama Eskouloubali me l'a signalé. En une minute, quelle peut être la solution? La solution, ce n'est pas nécessairement dans un référendum, puisque IBK nous a fait perdre notre souveraineté sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui. Donc, l'article 118 s'y oppose. On n'avait pas besoin de référendum pour corriger le code électoral et introduire la proportionnelle, chose que nous avions demandé. S'il y avait eu la proportionnelle, on n'aurait pas eu tous ces problèmes au législatif. C'est juste le code électoral qu'il fallait changer. Ok, donc cela. Maintenant, ce que je corrige chez l'autre, moi je ne suis pas du mouvement démocratique. Et il y a des centaines et des milliers de personnes au sein du M5 RFP qui ne sont pas du mouvement démocratique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, on appellera les Maliens. Les organes de la transition, c'est les Maliens qui en décideront. Et j'appelle le peuple malien à aller dans cette désobéissance civile pour qu'on parvienne justement à récupérer notre nation et en faire ce que nous désirons en tant que peuple démocratique. Je suis désolé. À quand la prochaine sortie du M5? Très prochainement. Mais la désobéissance civile est déjà en cours. D'accord, merci. C'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Oui, merci. Monsieur Makou, en une minute aussi, comment voyez-vous une porte de sortie? Une porte de sortie, encore une fois, j'en appelle au dialogue. J'en appelle sincèrement au dialogue. Aujourd'hui, c'est les gens de la CEMA qui, eux, hier, ont pris les armes pour dire qu'ils veulent l'indépendance. Qui écrivent pour demander aux Maliens de faire le dialogue. Ils ont pris les armes, ils ont accepté de dialoguer, ils ont accepté, on est venu à la paix. Ils sont venus dans l'État. Et on ne peut pas comprendre que des gens qui se fréquentent tout le
tous ceux qui se battent contre Ibeka, pour la plupart aujourd'hui, ce sont des amis, des compagnons d'Ibeka avec lesquels ils ont fait la démarche, ils ont fait etc. Tout. Ce sont eux qui se ruent contre lui aujourd'hui, le mouvement démocratique. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'asseoir, se regarder dans les yeux et parler. 15 secondes. Mais les moins chers, c'est le jour, tant que les Maliens ne viendront pas à ça, j'ai peur pour le sort de mon pays. Merci. J'ai peur pour le sort de mon pays. Merci, merci. Souhaitons le meilleur pour le Mali. Souhaitons une rapide sortie de crise. On avait aujourd'hui comme invité justement M. Abdoulaye Mako, président du parti Rama, Rassemblement malien pour le travail. Également comme invité Ibrahim Ikassa Maïga, acteur clé du M5 RFP. Merci d'être passé nous voir. Et enfin, M. Mamadou Lamine Sibi, le président du FPR, le Front populaire républicain. Un grand merci à toute notre équipe de production, en l'occurrence Adama S. Koulibaly, le réalisateur, l'ingénieur son Moussa Bala Traoré, le monteur Cheikmar Sissoko, c'est lui qui a fait la post-production. Merci également à nos régisseurs ainsi qu'à tous les fidèles téléspectateurs. On garde l'écoute et on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 21h45 pour la version en langue bamanakan de cette même émission sans langue de bois. Merci encore et à bientôt. Merci.